Ok, donc une vidéo pour faire un petit résumé du dernier scénario, car nous avons eu la chance et l'opportunité de pouvoir faire ça en live, autour d'une table, à l'ancienne, et c'était cool. C'était vraiment cool, du coup on a eu droit à peu de jet de dés, beaucoup de roleplay, et on a franchement bien à rigoler du coup. Du coup, on avait laissé notre petit groupe, la Team Légende, à la sortie du bazar de Balthazar. Donc je rappelle, parce que j'ai un peu insisté aussi là-dessus pendant la partie, que voilà, l'ambiance est un peu lourde, un peu électrique on va dire, donc des gens qui peuvent plus facilement s'énerver ou s'exciter, s'enjailler, ce genre de choses, sachant que le ciel est très sombre, couvert de grands nuages noirs, comme si une très grosse tempête s'apprêtait à éclater. En même temps, c'est la sécheresse depuis des longs mois, donc c'est quelque chose qui est tout de même attendu. Mais peut-être pas dans de telles proportions en tout cas. Donc voilà pour le décor global, sachant que là ils étaient en fin d'après-midi, donc les joueurs ont voulu profiter encore un peu de la ville et de se détendre un peu, sachant que j'avais fourni aux joueurs qui incarnent Darek un petit PDF là de 5 pages que je lui avais fait, car lui connaît un peu la ville, donc c'était pour lui donner un peu d'informations sur ce qu'il sait de la ville, sur tel ou tel lieu, et aussi sur lui, son expérience dans la ville, voilà, ce qui permettait du coup aux joueurs à Darek du coup, de driver un peu ses camarades. Donc après le bazar de Balthazar, comme c'était prévu, ils sont allés voir une herboriste qu'ils connaissaient, une jeune Alfline du nom de Cersei, que voici, euh, auprès de laquelle ils ont pu acheter donc des potions de soins. Et cette dernière aussi, il y a eu des échanges, car elle était franchement étonnée et elle voulait connaître le secret qu'il y avait derrière la qualité capillaire des cheveux de Ellentir et de la barbe et les cheveux de Karum le nain. Je rappelle que c'est dû au fait qu'ils ont bu la coupe de vie et que du coup, voilà, c'est teint de pêche, disparition des cernes, et voilà, c'était comme s'il sortait d'une mue. Elle, Cersei, bien évidemment, n'a aucune idée de ça, et vu qu'elle vend aussi des produits un peu, on va dire, de beauté à base de plantes, voilà, elle était prête à acheter, à les payer pour connaître leurs secrets. Bien évidemment, ils ne m'ont pas révélé d'où venait réellement cet effet-là. Donc, passé cet échange, euh, Elantir a depuis le niveau 1, en fait, le premier scénario, commencé à accumuler des griffes ou des crocs, toutes les bestioles un peu dégueulasses qu'elle pouvait buter, avec le projet de peut-être s'en faire un collier, ou, comme on l'a découvert là, peut-être des petites décorations d'épaulettes, ou ce genre de choses. Donc Darek nous a fait quitter le quartier des marchands pour aller dans le quartier des artisans qu'il connaissait un peu moins, pour essayer de trouver du coup un bijoutier, joaillier qui pouvait essayer de lui craft son collier. Sauf que bah, c'est un quartier un peu à l'image de l'illustration qu'on a ici, au niveau dit on va dire un peu relevé. Et ils sont arrivés donc chez un fameux marchand Roberto Maquet. Euh, et donc là s'en est suivi peut-être l'échange le plus savoureux qu'on a eu jusqu'à maintenant entre PJ et PNJ, hein, parce que ça vaut pas bien sûr les échanges entre PJ, mais là c'était quand même quelque chose. Et bien évidemment, bon voilà, Elantir qui sort ses vieux trucs dégueulasses, même pas dépolis, avec encore des petits bouts de chair noircis dessus, face à un peu un roi de la mode et du style. Bon, spoiler alerte, elle a fini par se faire jarter assez vertement quoi. Suite à ça, ils ont quand même décidé d'aller prendre des nouvelles d'Arthos qui se morfondait donc dans leur auberge, le relais d'Isidore. Donc ils l'ont trouvé à peu près dans le même état, de plus en plus inquiet de ne pas avoir de nouvelles de Bertrand, son écuyer. Et donc ils ont fini quand même par s'intéresser un minimum à ça. Et donc ils sont allés voir à l'écurie, là où Bertrand devait normalement leur avoir réservé des chevaux, car le plan est de normalement repartir demain matin à l'aube. Leur mission est tout de même d'apporter la fameuse coupe de vie à la reine, ce qui devrait normalement la guérir. Et si on en croit ce que leur a dit Tantine Zazael,
du coup soigner le mal qui frappe le royaume. Bon, à l'écurie, sans surprise, hélas, pas de nouvelles du fameux Bertrand qui n'est jamais passé, n'a jamais du coup réservé les chevaux, chose qui a été faite tout de même à ce moment-là. Quoi qu'il se passe, au pire, ils ont des chevaux réservés qui seront scellés à la première heure demain matin. On ne sait jamais. De retour à la place du marché sur laquelle donne l'auberge, euh, voilà, il y avait un concert de prévu, donc le WIGO, le Wix Gnome Orchestra, et Darek était quand même super chaud pour ça, parce qu'ils tenaient vraiment à profiter un peu de ce break après leurs aventures dans le marais. Et du coup là ça s'est effectivement un petit peu enjaillé, Darek a pu partager un petit peu de son herbe. Euh, les trois ont picolé un peu mais raisonnablement tout de même. Au final il n'y a pas eu de conséquences, il y a eu des jets de dés, un peu de constitution, mais tout est passé très bien, c'était juste assez chaud. Ils ont même réussi à ne pas se faire pickpocketer, car ils avaient tous une chance de perdre complètement leur bourse, ce qui aurait été un drame, mais ce n'est pas arrivé. Et au milieu de tout ça, au milieu de la foule qui dansait au son du Wigo Orchestra, tac, qu'on a ici, grosse ambiance. Je vois si c'est pas trop fort, on va le calmer un peu. Kaoum est tombé sur une naine rousse, un peu athlétique. Il a voulu tenter sa chance. Et c'est assez incroyable, mais en tout cas, le premier contact s'est bien passé. Du coup, ils se sont un peu rapprochés. Il lui a payé des verres à l'auberge. Elle-même a été assez impressionnée car c'est effectivement une auberge plutôt pour les gens aisés. En tout cas, c'était au-delà des moyens de cette jeune Frénégonde, car tel était son nom. Surnommée René. Bon, les joueurs ont décidé, je ne m'y suis pas opposé. Voilà, et d'ailleurs, cette René découvrant le contenu de la bourse de Karoum s'est avérée encore plus intéressée. Et avant qu'on me saute dessus, j'ai tiré ce trait de caractère OD. Donc elle a un petit côté un peu vénal. En plus, elle a reconnu l'accent des monts argentés de Karoum. Donc elle se dit que c'est un jeune, car Karoum a 45 ans, hein, ce qui est assez jeune pour un nain. Donc un jeune un peu fortuné du royaume nain qui venait peut-être un petit peu se dévergonder à la ville. Et donc ils se sont bien rapprochés, ils étaient au bar tranquillement. Lorsque les deux autres compères, Elontir et Darek, ont aussi décidé de quand même s'asseoir avec Arthos tout en écoutant le concert qui continuait sur la place en fond, pour pas le laisser non plus complètement tout seul, sachant que du coup l'auberge avait un peu plus de monde que quand ils y sont arrivés dans l'après-midi. Donc c'était à peu près la situation, où tout se passait relativement bien. Les PJ étaient heureux, particulièrement Karoum, lorsque tout s'est un peu emballé. Car à un moment, Arthos a levé la tête, les yeux pleins d'espoir. A priori, il avait reconnu Bertrand, son écuyer, qui rentrait dans l'auberge. Le temps que les autres se retournent, en tout cas Elontir et Darek étaient avec lui, ils ont juste vu, a priori, ce qui devait être Bertrand s'effondrer en hurlant. Et derrière lui, une silhouette, a priori d'une jeune femme, qui venait de le poignarder dans le dos. Et au moment où Elontir s'élance, direct, le réflexe a été, a été instantané, cette assassine a lâché la dague qu'elle tenait, qui était tachée de sang, et a pris la fuite. Du coup, Elontir et Darek l'ont poursuivi dans les rues de la ville, laissant Karoum, qui avait du coup un petit train de retard, avec Arthos. Donc on a d'abord joué la course-poursuite. Elontir, pas à l'aise dans la foule, et ensuite un peu perdu dans la ville, ne s'est pas fait complètement distancer, mais voilà, n'a pas été capable de rattraper l'assassin. Par contre, Darek a été absolument magistral. Et alors que donc, la criminelle pensait être à l'abri, venu de nulle part, le Darek qui lui fait un tacle plongeant, ciseaux au genou. La jeune femme s'écroule, car en l'occurrence c'était une jeune humaine d'à peine 18 ans, que voici d'ailleurs.
Tac. Et qui au final n'a guère tenté de se défendre car très vite Elantyr les a rejoints et surtout Isier, donc le loup d'Elantyr, qui donc du coup s'est mis à grogner et à baver la mâchoire à quelques centimètres de la tête de la pauvre Zenya. C'est tac, car tel est son nom. Interrogée, elle a vite dit tout ce qu'elle savait, à savoir pas grand-chose, qu'elle avait été engagée par un certain Rudy, euh, qui était en fait l'homme qui se faisait passer pour Bertrand, et que en fait c'était du faux sang, qu'elle ne l'a pas réellement poignardé, et que c'est tout ce qu'elle sait. Elle a été payée 5 PA pour ça, ce qui est en fait en l'occurrence que dalle. Après, bon, ça a parlé à Darek parce qu'il s'est reconnu un peu dans cette jeune femme qui tente ses premiers pas un peu dans le milieu un peu criminel de Vix. Lui aussi a pu faire ce genre de petit job à la con. Donc du coup, il a été plutôt clément avec elle. Mais ils ont quand même décidé de la ramener avec eux au relais d'Isidore. Et eux savaient du coup que c'était une mise en scène. Ce qui a poussé le joueur de Karoum, qui, bon, je ne l'ai pas envoyé ailleurs, qui a suivi toute cette scène, à se dire oula, parce que lui était sur place. Ah, mais il a joué le jeu, bien évidemment, donc on est retourné à lui. Et donc au moment où il est arrivé sur Arthos, qui s'était donc jeté sur Bertrand, qui était tombé face contre terre, et qui a instantanément sorti sa coupe de vie, pensant que son écuyer était mort ou en tout cas en train de mourir. Et c'est à ce moment-là que donc le fameux Rodi s'est redressé, a arraché la coupe de vie des mains de Arthos, qui était en fait éberlué, qui n'a pas compris ce qui lui arrivait, et a plongé du coup la coupe dans un sac qu'il avait, tout en faisant super rouler-bouler. Voilà, visiblement Rudy, contrairement à Zenia, était quelqu'un d'expérience. Et au moment où Karoum a voulu se jeter sur lui pour l'arrêter, c'est Arthos qui s'est interposé, en tout cas a poussé Karoum en criant attention, car en fait il y avait un troisième larron planqué dans l'auberge, enfin en tout cas parmi les clients, qui avait sorti une arbalète. Et là où c'est Karoum qui a été visé, c'est Arthos qui a été frappé par le carreau et qui donc s'est effondré au sol tout en criant à Karoum la coupe récupérée là. Du coup, Karoum a tenté sa chance aussi en course-poursuite face à Rudy, mais là, il n'a rien pu faire. Ses courtes pattes n'ont pas su rattraper celui qui se la jouait Yamakasi. Euh, Sauter sur les balcons, elle finit par monter sur un toit. Par contre, dans la course, le fameux voleur a perdu déjà, enfin jeté en tout cas la cape, sans doute la cape de Rudy, pardon, de Bertrand. Ça, aux joueurs encore de vérifier. Euh, et surtout, en montant à un toit, il a fait tomber son fameux sac donc dans la ruelle. Il a hésité quelques secondes, mais il a quand même décidé de fuir, vu que Karoum arrivait à ce moment-là au niveau du sac. Donc ce dernier l'a bien sûr récupéré, a récupéré la cape qui était un peu plus loin, et du coup est rentré un peu penaud à l'auberge, tout en se rendant compte que le sac était vide. Là où il s'attendait, il trouvait la coupe normalement. Donc tout le monde s'est retrouvé à l'auberge. Et tout ça pour trouver un Isidore, donc le tenancier complètement affolé, qui leur a dit que bah, le chevalier était dans un état terrible, alors que la blessure a priori n'était pas mortelle et que Arthos en avait vu d'autres tout de même. Karoum, qui a quand même quelques compétences en premiers soins, s'est occupé d'enlever le carreau et de penser un peu sa blessure, mais a effectivement pu confirmer que bah, Arthos, ça allait pas bien, quoi. A priori, grosse fièvre, grosse sueur, énormément de mal à parler. Euh, et il a même fini par complètement perdre connaissance, tout en les suppliant de retrouver absolument la coupe de vie et de l'apporter à la reine. Euh, Karoum, en l'auscultant un peu, a réalisé, il a été formel, même s'il ignorait ce qui frappait Arthos, clairement, il n'allait pas passer la nuit. Il était dans un état terrible. Les PJ ont inspecté le carreau, ils ont été incapables de savoir si oui ou non il y avait du poison dessus. Et donc il se retrouvait là avec un Arthos mourant de façon assez mystérieuse, euh, et une coupe de vie.
qui avait été volée. Euh, Entre-temps, ils ont quand même pu apprendre, en interrogeant donc la jeune Xenia, que bon, elle était entre guillemets un peu freelance, qu'elle a été engagée donc par Rudy, et que a priori ce Rudy, soit c'était quelque chose qu'il avait monté de lui-même, soit c'était quelque chose de commandité par le roi. Alors, visiblement, ça parlait à Darek, mais pas aux autres. Et bon, Darek a été un peu évasif à ce sujet pour l'instant. Il a quand même expliqué à ses compagnons que lorsqu'il y a un peu plus d'un an, il vivait à Vix. Oui, il y avait différents gangs, bandes en tout cas de malfrats, et que le roi était en train de, à cette période-là en tout cas, d'unifier en tout cas euh, tout ce beau monde, et que bah, visiblement, voilà, c'est lui qui sans doute était aujourd'hui à la tête à peu près de toute la criminalité de la ville. Euh, et ça, d'ailleurs, ça a été confirmé qu'a priori, c'est bien le roi, ou en tout cas sa bande, qui était derrière ça, car la dague qui avait été abandonnée par Zenia comportait effectivement une couronne gravée, qui est le symbole du coup du roi et de son gang. Donc voilà pour ça. Avec le carreau, ils sont tout de même retournés voir Cersei, dont la boutique était fermée, mais le jeune Darek était confiant. En l'occurrence, il sait que Cersei n'hésite pas à ouvrir sa porte et surtout à être très discrète, à ne pas poser de questions, et que elle est connue pour rafistoler un peu les oiseaux de nuit de Vix. Par contre, elle se fait toujours payer pour ça, et qu'elle a quand même des principes, c'est-à-dire qu'elle-même ne produit absolument pas de poison ou ce genre de choses. Du coup, ils ont pu lui apporter le carreau d'arbalète, elle a pu analyser la substance, car oui, bien évidemment, il y avait une substance dessus. Par contre, elle est formelle, c'est juste un produit soporifique. Donc, qui a priori n'expliquerait pas l'état très grave de Arthos. Par contre, elle leur a dit que c'était un produit là, enfin un mélange de différents composants, dont un composant très rare, donc qui lui était là impossible de concocter un remède. Euh, mais qu'il était possible, tout simplement, de façon assez triviale, que Arthos était en fait une réaction allergique, car c'est déjà arrivé, surtout avec ce genre de composants un peu exotiques. Et ce qui pourrait du coup peut-être provoquer voilà, une crise qui peut être mortelle parfois sur les crises allergiques les plus graves. Euh, Pendant ce temps-là, parce que c'était Elantyr et Darek qui se sont occupés d'aller voir Cersei, Carum est resté au chevet de Arthos, qui a été monté dans sa chambre, et a tout de même essayé de lui faire une sorte de soin. Au moins peut-être pour si ce n'est le stabiliser, au moins peut-être gagner un peu du temps. Et il y a eu un phénomène très étrange, à savoir le sort de soin a été, enfin l'énergie divine a été complètement repoussée, et de Arthos est sorti une sorte d'énorme énergie noire avec une forme indistincte. Isidore qui était présent jure par tous les dieux que lui il a vu une forme de vache. Euh, bon, Karum ne pourra pas confirmer ça. Et ce même Karum qui donc a été littéralement projeté sur 3 mètres. Il atterrit violemment contre le mur, alors que cette énergie, on ne sait pas exactement ce que c'est, qui est sortie du corps d'Arthos, l'a repoussé lui et sa magie. Du coup, phénomène absolument inexpliqué. Surtout qu'entre-temps, l'état physique d'Arthos a empiré. Euh, Commence à avoir les joues creusées, les bouts des doigts qui commencent à devenir verdâtres. Et le temps que les deux autres rentrent, accompagnés de Cersei, qui était quand même curieuse de voir l'état du patient, voir si elle pouvait quand même faire quelque chose. Euh, Pendant ce temps-là, effectivement, son état avait encore empiré à Arthos, et à certains endroits, il commençait carrément à desquamer. Donc, du coup, sa peau qui pouvait s'enlever en fait par lanière. Euh, Cersei, en voyant ça, commençait un peu à paniquer et leur a parlé d'une possibilité, quelque chose dont elle avait entendu parler, mais c'est que des rumeurs. Elle n'est même pas sûre que ça soit réel. Quelque chose qui s'appellerait la peste reptilienne. Mais elle n'en savait pas forcément beaucoup plus. Du coup, elle a quand même pris son courage à deux mains, pris un petit couteau, et en fait, elle a carrément enlevé des bouts de peau d'Arthos à l'endroit où c'était un peu le plus desquamé. Et, et là, elle a poussé un grand cri car sous la peau, elle a vu qu'il y avait en fait des écailles, alors encore toutes molles et un peu translucides,
qui était présente. Du coup, elle a limite fui la pièce. Elle leur a dit qu'a priori c'était cette fameuse peste reptilienne, même si on l'avait jamais vue, et qu'elle a conseillé fortement de laisser Arthos en quarantaine. Et, et elle, voilà, n'a pas passé plus de temps ici et du coup s'est barrée. Ce qui a jeté un peu un vent de panique parmi les PJ. Et a définitivement fini de niquer la soirée de Karoum qui voilà, pensait quand même pouvoir passer un peu de temps avec René qui attendait sagement dans sa chambre. Et là, il lui a carrément dit de partir sans lui expliquer vraiment ce qui se passait. Mais voilà, car il y a hélas le spectre d'une éventuelle maladie, une certaine forme de peste étrange qui pourrait éventuellement se répandre euh, sur la ville. Et peut-être que eux pourraient en être responsables éventuellement. Donc quoi qu'il en soit, ils ont passé la consigne à Isidore que personne ne rentre dans la chambre d'Arthos, sans lui en dire plus, mais ce qui inquiète un peu là aussi ce dernier. Et ils ont décidé de retourner voir Balthazar, euh, car ils veulent essayer de partir quand même à la quête de la coupe de vie, une fois de plus, essayer de la récupérer, car ça serait potentiellement la seule chose qui pourrait sauver Arthos, car ils ont bien compris qu'a priori, passer la nuit, c'était fini pour lui. Euh, Entre-temps, la pluie a fini par tomber. Et donc là, c'est une pluie intense et continue qui va s'abattre sur toute la ville. Euh, Arrivé au bazar de Balthazar, magasin ouvert, euh, oui, parce que pardon, au fond du fameux sac, ils ont vu les initiales du magasin, BNB. Donc ils ont compris que c'était a priori un objet magique et qui venait de là-bas. Et Lantier avait d'ailleurs eu la bonne intuition que ça pourrait être une sorte de sac lié à un autre, ce qui a été confirmé par Balthazar. Il s'agissait d'un sac de transfert qu'ils avaient bien effectivement vendu ici. Par contre, ils se refusaient à donner le nom des acheteurs, enfin, du ou des acheteurs. Et, mais voilà, ils ont confirmé, il lui a confirmé le principe en tout cas du sac. On peut mettre un objet dedans, si on le ferme, ça transfère l'objet vers le sac jumeau. Voilà, appuyé un peu par le MJ qui est un petit peu forcé. Rappelez-vous un objet qui vous intéressait, qui était en promo, première fois que vous êtes passé dans ce magasin. Du coup, ils ont effectivement acheté à Balthazar ces fameuses boussoles amoureuses. Deux boussoles qui en fait indiquent toujours la position de l'autre. Du coup, on s'est arrêté là au moment où ils achetaient cette boussole, où ils quittaient le bazar de Balthazar. Oui, tout de même, le fameux Balthazar, ils leur ont parlé de cette peste argentée. Lui a juste pu confirmer que ce n'était pas que des rumeurs, que c'est quelque chose qui existait, même s'il n'avait aucune information là-dessus. A priori, c'était une sorte de maladie étrange qui serait apparue dans les bois d'Astréis, donc les bois pas très loin de Vix, mais qui avait été complètement circonscrit. A priori, qui n'avait touché qu'une ville-forteresse, mais qu'il y avait eu un peu une omerta, que donc la reine avait mis en quarantaine toute la ville et que, a priori, l'information n'avait pas réellement tourné. Donc ils savent que effectivement cette maladie est réelle et qu'a priori c'est bien ça qui frappe Arthos, mais ils n'ont pas plus de solution pour régler ce problème et ils ne savent pas si c'est réellement contagieux ou pas. Dans le doute, Balthazar leur a dit, lui pragmatique, si c'était lui, il se contenterait de brûler, brûler le patient. Il leur a dit aussi que, dans le doute aussi, si jamais il y avait une épidémie qui devait s'étendre dans la ville, surtout qu'avec tous les problèmes de famine et de sécheresse qui frappent le royaume, bah, la ville, il y a du monde, il y a eu un mini-exode rural qui a déjà eu lieu. Donc ça pourrait être un fantastique cluster et début d'épidémie à plus grande échelle. Du coup, Balthazar leur a dit que voilà, s'ils avaient des derniers achats à faire, il fallait en profiter car il ne retrouverait plus sa boutique ici pendant quelques temps. Ce qui est un peu mystérieux, mais bon, Darek en sait éventuellement un peu plus là-dessus. Et donc voilà, on a laissé donc nos joueurs un peu penauds dans la rue, face à une boutique qui, en fait, le bâtiment reste, mais la boutique en elle-même, en fait, disparaît. Ils sont sous la pluie, c'est le début de la nuit. Ils ont donc un sac de transfert, ils ont donc ces boussoles. Et voilà, à eux d'agir pour essayer de retrouver la coupe de vie avant l'aube
s'ils veulent en tout cas essayer de sauver Arthos. Voilà, et donc bah, la suite au prochain épisode.